Librairie à Stendhal, les rencontres de la librairie française de Rome. Les textes apportent au lecteur une sorte d'euphorie, de confort, renforcent son moi. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram. Alors, moi je vous propose de faire juste un petit tour rapide d'horizon, de contexte historique, d'influence littéraire, et puis peut-être qu'on aborde un peu rapidement tous les styles, les formes littéraires qu'il utilise. Ensuite, on va se garder un petit temps pour un texte qui tient particulièrement à cœur à Gao Xingtian, qui est son appel manifeste, qui vient de sortir en France, qui va être traduit à la fin du mois en italien, dont il a envie de parler de façon un peu plus spécifique. Alors, Gao Xingtian, prix Nobel de littérature 2000, la qualification du jury du prix Nobel a été portée universelle de l'œuvre, donc c'est vraiment important. En fait, on le lit aussi à travers les traductions, des nombreuses traductions de son œuvre. Même avant le prix Nobel, il était déjà traduit énormément. Déjà en italien. En italien aussi. Oui. Donc, Gao est traduit en plus de 40 langues. Donc, c'est vraiment un signe aussi de grande communicabilité de ce qu'il écrit et des contenus. Plus de 100 expositions dans le monde de ses peintures. 130 productions théâtrales de ses œuvres de théâtre à travers le monde. Je pense que tu as été présent dans tous les continents. Oui. À part en Chine. Oui. En Chine, évidemment, on va y revenir. Il est censuré au plus haut point. Persona non grata depuis longtemps. Officiellement, vraiment, depuis 1989, à la suite des massacres de Tiananmen. Et Gao est exilé politique depuis 1987. Et à la nationalité française. Depuis longtemps aussi. Depuis longtemps aussi. Alors, rapidement, donc, le portrait plutôt historique. Alors, en 1966, Gao a été en camp de rééducation à la campagne, pour un peu comme tous les intellectuels en Chine. Il a évidemment subi de nombreuses censures. Il a été obligé aussi de l'autocensure parce que pendant 20 ans, il n'a quand même pas cessé d'écrire. Jusqu'en 86, où la publication de sa pièce « L'autre rive » a été censurée assez violemment. Et à la suite de cette censure, donc, où vraiment ça commençait à être un peu pénible, il a choisi de s'éloigner, un éloignement volontaire. À travers la Chine, il a suivi le fleuve Yangtze et pendant 10 mois, il a parcouru la Chine à la recherche, disons, des racines, des mythologies. Donc c'était une démarche assez anthropologique et ça a été le théâtre... Le début de la montagne de l'âme. Voilà, ça a été le décor, disons, et les premières recherches qui ont donné ensuite, des années après, la montagne de l'âme. Alors, en 89... Gao est diplômé de français de l'université de Pékin. De langue étrangère. Et en 87, il est arrivé en France et a demandé l'asile politique. Pas tout de suite. Voilà, c'est après l'événement de Tiananmen. Au début, c'était invité. C'était invité par le ministère de la Culture de France. Voilà, une écriture en résidence en France. Et après, on est tombé sur l'événement de Tiananmen. Voilà, tout de suite, j'ai eu mon statut de réfugié politique. Et très vite, j'ai eu ma nationalité française. Du coup, tout de suite après les massacres, Gao a écrit une pièce qui s'appelle La Fuite, et évidemment qui a déclenché les foudres de la Chine. Et à partir de là, il a été vraiment totalement interdit. D'ailleurs, encore à l'heure actuelle, on ne peut pas prononcer son nom. Mais on le qualifie, par exemple, on dit, pour parler de lui, on dit l'auteur de La montagne de l'âme. Alors ensuite, on pourrait aussi prendre un autre aspect de son travail pour le définir, un portrait en occidental. Je pense que les influences occidentales ont été très importantes dans ta formation aussi intellectuelle. Depuis mon enfance, voilà, je suis déjà baigné dans la culture
grands classiques chinoises. Et à la part, ça c'est la littérature et l'art occidentaux. Parce que ça c'est ma famille, c'était rare en Chine. J'ai eu une famille très très ouverte, l'esprit, voilà. C'est pourquoi ça c'est dès mon enfance, il n'y a pas la frontière dans la culture pour moi. C'est pourquoi je connais parfaitement, même quand j'étais en Chine, quand j'étais jeune, lycéen, voilà, j'ai déjà lu énormément. Voilà, je connais Stendhal, je connais Balzac, je connais Zola, je connais Dante, italien. Voilà, ça c'est les grands Grecs depuis ma jeunesse. Voilà. Donc la France a été un moment important. La connaissance des avant-gardes aussi. Donc tu as été traducteur de... C'était moi, je présente cette littérature d'avant-garde français. C'était moi. Voilà, juste après la révolution culturelle, dit-on, après la mort de Mao Zedong, il y a une période relativement ouverte. Alors je profite de ce temps-là pour présenter la littérature moderne française. Mais immédiatement, on m'a étiqueté comme voilà, cette décadence occidentale. Voilà, ça c'est moi le symbole de ça. Mais en fait, j'ai déjà, même à cette époque-là, j'ai déjà dépassé cette période-là. J'ai ma propre recherche. Voilà, on va parler ultérieurement. Pour revenir sur les formes littéraires, donc l'influence des avant-gardes, en même temps, un grand mélange de genres. Donc, quand tu écris du théâtre, il y a aussi de la réflexion, donc, qui est très proche des essais, y compris dans le théâtre, de la poésie. Dans les romans, il y a aussi de l'anthropologie, il y a aussi tu as fait des recherches sur la mythologie chinoise, tu es allé chercher des fragments qui étaient complètement mis au banc de la culture officielle. Comment tu mélanges tous ces genres? Pour moi, parce que ça c'est... ma famille a un esprit aussi libre, voilà, ouvert. Moi, je suis baigné dans cette ambiance, j'ai grandi comme ça. À l'âge de 5 ans, je montais sur la scène, jouer la pièce avec ma mère, parce que ma mère participe à une troupe amateur. C'était la guerre sino-japonaise, une troupe de théâtre de résistance. Voilà, si on a besoin d'un enfant, je suis monté sur la scène avec ma mère. J'ai joué très tôt le violon. Bon, je connais bien la musique occidentale. Voilà, je connais bien. Et la littérature occidentale, voilà, cette civilisation occidentale. Et je connais aussi, je commençais à faire la peinture à l'huile à l'âge de 12 ans. Voilà, j'étais petit lycéen. Voilà, j'ai déjà appris la peinture à l'huile. C'est pourquoi pour moi, cette distinction pas seulement de la frontière, voilà, de civilisation. Non, il n'y a pas de sens pour moi. Voilà, tout est ouvert. Et il n'y a pas de sens pour moi, cette distinction de métier, de genre artistique et littéraire. J'ai la possibilité d'y accéder tout. Voilà. C'est pourquoi je fais le théâtre, j'écris la poésie, je fais la peinture, même je joue. Voilà. Et quand j'étais étudiant, j'ai organisé ma troupe de théâtre. Voilà. Et très vite aussi, c'est très mal vu par les autorités. À ce temps-là, on est obligé d'arrêter. Mais à ce temps-là, j'ai déjà monté les pièces. J'ai même joué Molière. Voilà. C'est Valère. J'étais Valère. Aussi, j'ai joué aussi des pièces très avant-garde latino-américaines à l'époque. Parce que c'était quand même, c'est révolutionnaire. Sinon, c'est impossible de jouer à l'époque en Chine à ce temps-là. C'est pourquoi pour moi, c'est toute frontière, toute discipline, c'est ouvert. Et après, pourquoi je fais autant de choses, y compris le cinéma. J'ai la passion pour le cinéma quand j'étais jeune étudiant. Voilà. Mais tout ça s'enchaîne automatiquement. Voilà. Toute cette richesse, patrimoine universel, mondial, ça m'intéresse. Je m'intéresse aussi au Japon, la culture indienne, voilà, des Indes. Voilà. Tout ce que je peux trouver, voilà, ça m'intéresse. Bien sûr, je m'intéresse aussi à la philosophie. J'ai lu les grands Grecs,
Voilà, c'est Kant, aussi Hegel. Voilà, c'est la philosophie allemande, je connais aussi très bien. Voilà, ça c'est. Je m'intéresse à la science humaine. Voilà, cela peut-être m'a donné me nourrit dans mon écriture, dans ma création artistique après. J'aimerais qu'on parle un petit peu aussi de la question du sujet dans ton écriture. Alors, dans le théâtre, il y a beaucoup de monologues, des passages du jeu à tu, à nous. On sait jamais bien quel est le sujet, on a du mal à le cerner. Et en même temps, c'est une vraie ontologie aussi de ton écriture, la recherche du sujet. Les glissements ont vraiment un sens aussi philosophique, parce que du coup, on n'est pas bloqué sur un jeu, ni en tant qu'auteur, ni dans le personnage. Et il y a toujours des glissements de genre aussi. Il y a l'homme, ensuite il y a la femme, il y a des monologues intérieurs. Alors, c'est un peu déstabilisant. En même temps, c'est vraiment fondamental de ton écriture. En même temps, c'est lié, on peut le dire aussi, c'est lié à une forme linguistique chinoise que lui a récupéré et a pleinement assumé aussi dans cette exploration, disons, un peu d'avant-garde. Il n'aime pas l'avant-garde, mais dans son exploration stylistique. En chinois, il n'y a pas de jeu, de tu, de nous, et tout se comprend dans le contexte. Ça reste flou. Comment tu joues avec ces formes linguistiques ? Voilà, ça c'est plutôt, on peut revenir un peu plus fondamentalement. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire ce moi, ce jeu, c'est le sujet. Ça, c'est une quête. C'est comme ce monde absurde, ce monde chaotique extérieur, le monde intérieur aussi chaotique. Voilà. Comment peut-on trouver des repères pour connaître pas seulement ce monde extérieur, aussi ce monde intérieur? Voilà, ça c'est aussi le départ de mon écriture. Voilà. Surtout, voilà, ça commence par l'abondance de l'âme. Et l'abondance de l'âme, il n'y a pas un personnage, il n'y a que des pronoms. Je, tu, il, elle, ou bien, voilà. Ça c'est parce que ça c'est si on désigne un sujet, voilà, avec quel regard? Voilà, au moins il y a 3 repères. Voilà, 3 pronoms. Je, tu, il. Voilà. Je, bien sûr, c'est le sujet. Et tu, ça peut être, ça c'est un dialogue avec soi-même. Ça, on s'adresse à ce tu. Et encore l'autre regard plus distancié, voilà, cet type-là, cet homme-là, c'est il. Voilà, même sujet, il y a 3 repères. Alors, ça commence, ce monde chaotique, ça commence à éclaircir. On trouve des repères. On peut analyser comme on examine ce monde extérieur. Voilà, cette lucidité, ce regard que j'appelle ça la conscience, plutôt symboliquement, on appelle ça un 3e œil. Voilà, au-dessus de tout cela, voilà, ce monde extérieur chaotique et aussi ce moi intérieur aussi flou, chaotique, plein de problèmes, ça commence à s'éclaircir. Voilà. Ça, c'est le départ de mon écriture. Aussi, ce n'est pas seulement littéraire. Alors, pour le théâtre aussi. Voilà. Mes pièces de théâtre, souvent, voilà, j'ai bien écrit multiples sortes de genres de théâtre, y compris la mythologie chinoise. Voilà. Parce que cette mythologie chinoise n'existe pas. Mais il y a des bribes de mythologie chinoise. Ce vaste pays, il y a beaucoup de regroupements des tribus. Chaque tribu a son origine, il y a sa mythologie. Voilà. Avec la référence de la mythologie grecque, pourquoi pas? Voilà. Peut-on restituer une mythologie chinoise? Voilà. C'est une autre écriture dramatique. Voilà. C'est comme l'épopée. Mais sur ce monde intérieur, voilà, pour les gens d'aujourd'hui, voilà, comment peut-on trouver une autre écriture, dramaturgie? Voilà, ça c'est mes pièces de théâtre. Dans ce cas-là, j'utilise aussi pas seulement un personnage, c'est plutôt le sujet, ça peut être elle, il, tu, mais c'est désigne la même personne.
Voilà. Dans ce cas-là, ça crée, comme dit-on, un quatuor. Un quatuor de prénoms. Mais en fait, ça montre, c'est une autre dramaturgie. Et cela s'enchaîne aussi. Comment jouer ce genre de pièce de théâtre? Ton écriture de théâtre est aussi basée sur le comédien. Comment tu construis cette espèce de rapport à trois? Tu as inventé une théorie un peu post-brechtienne avec l'acteur neutre. Est-ce que tu peux juste nous en dire deux mots? Oui, c'est ça. Si on joue normalement, acteur s'identifie à son rôle, c'est pas possible de monter ma pièce. Voilà. Dans ce cas-là, il faut une autre conception sur l'art de jeu du comédien, que j'appelle ça, il y a triple jeu. Un côté, c'est le rôle. Voilà le comédien. Et entre les deux, il y a un statut invisible, mais en fait, ça existe, que j'appelle ça un statut d'acteur neutre. C'est comme un troisième œil. Voilà. Si une fois on a établi cette observation, et aussi cela est lié à l'entraînement. Je fais la formation avec des comédiens occidentaux et aussi en Chine, à Pékin, avec mes acteurs de théâtre de l'art du peuple de Pékin. Cette recherche de jeu de comédien aussi, ça fait partie de ma recherche. Voilà, on trouve un autre moyen pour montrer cette complexité, multiples aspects, le regard croisé, et ça peut montrer sur la scène. Dans ce cas-là, ce monde intérieur, psychique, c'est pas simplement on montre l'émotion, mais ça devient visible sur la scène. Ça, c'est ma dramaturgie. Et aussi, je fais la mise en scène, je dirige les acteurs. Voilà. C'est pourquoi je travaille avec mes acteurs, y compris des acteurs français. Même ça, c'est très tôt, j'ai monté déjà 20 ans en Italie. Ma pièce Au bord de la vie, c'était un festival de théâtre en Italie. Je travaillais avec une danseuse espagnole, une comédienne française, un clown français. C'était la première fois que j'ai monté ma pièce en Italie. Alors, peut-être si on peut aborder un tout petit peu la peinture avant d'arriver à l'appel pour une renaissance. Qu'est-ce que tu convoques dans ta peinture aussi? Est-ce que c'est de l'abstraction? Est-ce que c'est une recherche de paysage intérieur? Et en même temps, tu convoques aussi toute ton écriture à l'intérieur de cette peinture. Oui. Voilà, ça c'est cette richesse de l'art pictural en Occident. C'est riche, surtout en Italie. Voilà, c'est riche. Voilà, cette patrimoine. Et on a si bien étudié et bien réussi à montrer la figuration. C'est si bien, magnifiquement abouti. Derrière cette figuration, ça veut dire c'est une représentation esthétiquement. Voilà. Parce qu'il y a une esthétique, parce que la peinture, c'est une représentation de la réalité, d'un modèle, voilà, d'un paysage. Ça, c'est si bien développé. Moi, quand je découvre les chefs-d'œuvre originaux, je suis incapable de rattraper cette maîtrise. L'autre côté, le XXe siècle, au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, il y a l'autre courant de la création picturale en Occident, c'est l'abstraction. Derrière, qu'est-ce que c'est l'abstraction? Derrière, il y a une esthétique, on peut simplement dire c'est une expression, on s'exprime. Voilà, ou bien géométrique, ou bien ça c'est avec les couleurs, les gestes, tout ça. Voilà, ça c'est une autre. Mais c'est déjà une centaine d'années de l'histoire. Dans toutes ces possibilités, c'est aussi bien s'exprimer. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Si on veut être un beau peintre, dans ce cas-là, si on a encore cette ambition-là, peut-on trouver une autre voie? Bon, finalement, j'ai trouvé ma voie. Je pense à ça. Entre la représentation si bien aboutie, il y a cette moderne abstraction. Entre les deux, est-ce que il y a encore d'autres possibilités? Je trouve entre les deux, il y a un vaste champ à explorer. Ça veut dire, voilà, ni vraiment figuratif, mais il y a quand même une image. Par exemple, dans le rêve, il y a une image.
Dans la vision intérieure, quand on rêve, quand on ferme les yeux, voilà, il y a une image. Mais cette image est très floue. Cette image change tout le temps. C'est très onirique. Et peut-on trouver une expression picturale pour montrer ça? C'est très excitant de faire cette exploration que je trouve, voilà, ça, moi, si je trouve mon orientation, mais ce n'est pas non plus une abstraction. Il y a toujours quelques images. Mais cette image doit être pas figée, ça doit être très évocateur. Et aussi, voilà, je trouve qu'il y a une esthétique qui peut nous quitter, voilà, que j'appelle ça évocation. Voilà, ce n'est pas représentation, ce n'est pas expression, c'est une évocation. Cette image qui évoque l'expérience visuelle des autres, y compris les spectateurs, ou à l'autre, qu'on regarde parce que chacun a cette expérience visuelle. Voilà, s'il y a l'image qui joue ce rôle-là, même cette image peut suggérer, voilà, ou bien évocation, ou bien suggestion. Voilà, c'est mon esthétique pour l'art pictural. Si une fois trouvé ça, oh oui, il y a un vache temps s'ouvre. Voilà, on verra ce soir, voilà, la projection de mes tableaux avec ce concert compositeur, musicien anglais. L'édition de Seuil, cet éditeur-là, a publié un très beau album, c'est Gao Xinjian, peintre de l'âme. J'ai eu aussi, tout récemment, voilà, il y a 2 ans seulement, un autre grand album. Ça, c'est le directeur du Musée royal des beaux-arts de Belgique. Il est commissaire de mon double exposition à Bruxelles, une grande rétrospective au musée d'Ixelles. Voilà, c'était la plus grande rétrospective de mes tableaux. Et en même temps, au Musée royal des beaux-arts, voilà, j'ai la chance, il m'a donné une salle en permanence, tout en me passant une commande, si vous pouvez faire une série de tableaux pour cette belle salle. Voilà, ben, c'est une immense salle, très belle. Bon, quel honneur pour moi. Bien sûr, j'ai fait une série de tableaux au sujet, ça c'est la subconscience, parce que la subconscience, il y a l'image. Mais cette image qu'on n'a pas encore suffisamment montrée, voilà, pourquoi peut-on trouver une expression, voilà, tout à fait, voilà, des images. Bon, j'ai mis 1 an et demi pour faire cette grande série. Il y a 6 tableaux monumentaux dans cette belle salle. Oh, c'était pour moi, bon, j'ai fait la donation au Musée royal des beaux-arts. Maintenant, ça reste toujours là-bas. Voilà, c'est ma salle. Alors, maintenant que Gao est prix Nobel, on publie un peu en silence ses essais, parce que en fait, ses essais sont relativement révolutionnaires et assez politiquement non corrects. Donc, il lance beaucoup d'appels qui sont rarement relayés par la presse. Il y a peu d'articles, mais il a le luxe, comme il est connu maintenant, de pouvoir quand même les publier. Je vais lire juste la première question de ce texte manifeste que la Villa a récupéré comme titre générique de Villa Aperta, qui est sorti sous le titre en France de Appel pour une renaissance des arts et des lettres, qui va sortir en Italie bientôt fin juin à Milan. Pour la Nave de Teseo, la maison d'édition. Gao questionne la place de la littérature et des arts actuellement. À notre époque mondialisée, dans laquelle la politique et la publicité s'insinuent partout, où même la culture est très largement soumise au marché, est-il encore possible que la littérature et les arts ne dégénèrent pas en un consumérisme culturel et conservent leur indépendance spirituelle ainsi qu'une liberté créatrice suffisante? Alors, les ismes, donc il avait écrit aussi un texte contre les ismes que les Français ont censuré, n'ont pas voulu garder ce titre-là, mais c'est sorti quand même, sous un autre titre. Alors, tu as vraiment envie de te démarquer des idéologies, hein, tout à fait. C'est mon départ. Du carcan du XXe siècle. Je pense on reste encore dans l'ombre du XXe siècle. Le XXe siècle, c'est inondé et envahi partout
multiples ismes. Voilà, communisme, socialisme, y compris libéralisme, tout genre de nationalisme, y compris voilà, des esthétiques, modernisme, postmodernisme, voilà, multiples ismes pour qualifier voilà, la pensée. Mais ces carcans-là, c'est le prison. Le monde est immense. Voilà, la pensée est libre. On peut s'exprimer librement. Et derrière nous, ce n'est pas les ismes. Au XVIIIe, la Renaissance, à l'époque de Lumière, il y a isme? Non. Il n'y a pas isme, on a libre pensée. Voilà. Dans l'Antiquité grecque, romaine, il y a des ismes? Non. Bon, je dis adieu, tous ces ismes-là. Il faut affronter les vrais, réels, des conditions existentielles difficiles des êtres humains de nos jours. Il faut affronter la complexité de la nature humaine. Ça, c'est la source de toute création littéraire, artistique. Voilà. Et toutes les connaissances, ça vient de ça. Voilà. Dans ce cas-là, il faut en sortir. La dernière phrase de cet appel. La Renaissance commencera sous le pas des écrivains et des artistes dès que l'on sera persuadé de sa nécessité. On ne pourra plus l'arrêter. Elle sera irrésistible, indomptable. Cette renaissance des arts et des lettres n'est pas impossible. Alors, hors de l'idéologie, hors du marché, hein, tu critiques beaucoup l'industrie culturelle en général. Tu es contre les étiquettes. Le métier aussi, tu mets en question le métier d'artiste, enfin l'artiste qui devient, dont le métier c'est de produire des œuvres et d'en vivre. Et comment on en sort alors? Voilà, la distinction du métier, c'est la société moderne. On ne peut pas éviter ça. Voilà, c'est peintre, écrivain, tout ça. Mais c'est pas, on n'est pas dans la prison. Oui, vous voulez être écrivain comme métier, c'est votre volonté. Ou bien c'est ta possibilité. Voilà. Mais pourquoi un peintre ne peut pas être aussi un écrivain? Voilà. Si on en a éprouvé cette nécessité, si on a vraiment quelque chose à dire, à s'exprimer, pourquoi pas? Voilà. C'est comme les artistes de Renaissance, on est libre. Cette distinction de métier n'est pas figée. Dans ce cas-là, bon, c'est ta capacité, ta libre pensée. Voilà, si on a cette émotion, cette passion, et aussi cette énergie, et cet art bien abouti, dans ce cas-là, on s'exprime par tous les moyens. Y compris pour moi, j'aime le cinéma, mais je ne veux pas faire un cinéma commercial. Il y a autant de films dans le monde entier. Pourquoi j'ajoute encore, voilà. J'ai contacté aussi il y a beaucoup, même il y a des producteurs en Occident m'ont contacté. On sait que je veux faire des cinémas. Mais quand même, quand je sors mon synopsis, bon, c'est très, très au-delà de tout ça. Mais je m'en fous. Voilà. Je ne veux pas ajouter encore une fiction commerciale. Il y en a autant. Si je veux faire un cinéma, c'est plutôt l'autre cinéma, voilà, que j'appelle ça ciné-poème, qui est au-delà de la diffusion commerciale. Je cherche avec mes propres moyens, avec mes amis acteurs, techniciens, amis, voilà, une petite fondation qui finance un peu pour payer un peu les acteurs. Voilà, j'ai réalisé aussi déjà 3 films de ce genre ciné-poème, qui est tout à fait au-delà de la diffusion commerciale. Même pour le cinéma, on peut y arriver. Si cette conscience, cette nécessité, une fois réveillée, je pense, à nos jours, les artistes peuvent arriver. Voilà. Dans ce cas-là, ce n'est pas simplement un appel vaguement tombé dans l'eau. Si cela aussi basé sur mes propres expériences, voilà, j'ai déjà fait avec un ami compositeur un opéra. Voilà, c'est réalisé avec mes amis d'Avadin et l'opéra de Marseille. Voilà, c'est un grand opéra. Voilà. Bon,
tout est possible. Si on a cette volonté, si on a ce réveil de la conscience, si on persiste vraiment dans cette recherche esthétique, voilà, artistique. Merci beaucoup. Libreria Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram.